Waouh. Bah, je crois qu'il n'y a qu'une seule chose à dire quand on termine de regarder The Irishman. Scorsese 1, Marvel 0. You talking to me? Well, then who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Salut tout le monde, et voilà, je suis de retour avec mon voisin pour parler de l'un des films les plus attendus, si ce n'est le film le plus attendu de cette année 2019. Je parle bien sûr de The Irishman, réalisé par le maître Martin Scorsese, avec un casting 4 étoiles, 5 étoiles même j'ai envie de dire, puisqu'on retrouve Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel. On a vu ce putain de film, toi tu l'as vu en salle de cinéma en Belgique, tu as eu cette chance de pouvoir aller en Belgique et découvrir ce film dans une salle de cinéma. Moi malheureusement je n'ai pas eu cette chance, je l'ai découvert chez moi sur Netflix avec mon vidéoprojecteur et mon 5.1. Voilà, j'ai quand même essayé de me mettre dans les meilleures conditions pour découvrir ce film de Martin Scorsese. Et qu'est-ce qu'on en a pensé? J'ai envie de te demander tout de suite à toi. J'ai trouvé ça vraiment excellent. J'étais pris dans le film. Il y a quelques réserves, mais je me garde ça pour tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire que instantanément, pour être tout à fait franc, instantanément j'étais un poil déçu à cause des effets spéciaux, parce que ça m'a un peu sorti du film. Alors ça, voilà, on va en parler, et je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est vraiment le point noir du film, quoi. On peut pas faire l'impasse dessus. C'est vrai que moi, je redoutais énormément cet aspect-là, cet aspect de rajeunissement numérique sur ces comédiens de 70 balais, de 75 ans. Et il faut l'admettre, cette technologie n'est pas encore totalement au point, je trouve. Surtout sur Robert De Niro, autant sur Al Pacino et Joe Pesci, je trouve que ça fonctionne. Ça va, ça passe. Mais en fait, Robert De Niro, là où ça ne passe pas, c'est surtout au niveau de ses yeux. Ils ont voulu lui faire des yeux bleus. Et du coup, eh bien, on a l'impression de voir en fait le regard d'un vieil homme, le regard d'un vieil homme qui aurait la cataracte, quoi, dans le corps de quelqu'un de plus jeune, quoi, dans le corps d'un homme de 40 ans, de 50 ans. Et il y a quelque chose qui ne matche pas aussi physiquement, c'est-à-dire que dans son déplacement, dans ses mouvements, on voit le vieil homme, puisqu'il a une démarche, voilà, ça ils ne l'ont pas modifié, quoi. Robert De Niro a cette démarche d'homme de 70 ans, et donc on voit qu'il est un peu voûté, etc., même quand il a 40 ans et 50 ans, et du coup on a l'impression de voir quelque chose d'un peu hybride, d'avoir le visage d'un homme plutôt jeune, mais avec la corpulence, avec la démarche d'un vieil homme, quoi. Donc ça, c'est vrai que ça m'a un petit peu fait sortir du film. Il m'a fallu une heure et demie avant de vraiment pouvoir l'oublier et de me concentrer sur vraiment la narration et la cinématographie de Irishman. Après, tu vois, mon père, par exemple, qui connaît absolument pas la technologie, je lui ai demandé hier, parce qu'il a regardé le film, je lui ai dit, est-ce que tu as trouvé ça bizarre? Est-ce que ça t'a dérangé? Est-ce que tu as remarqué quelque chose? Il a absolument rien remarqué. Il pensait juste que c'était des maquillages, il a juste regardé un film, et vraiment, il s'est même pas posé la question. Donc je pense aussi parce qu'on le sait et qu'on chipote un peu, mais c'est comme ça. On en discutera un petit peu plus dans la partie spoiler, mais ce que je voudrais d'abord dire sur Irishman, c'est que c'est un film immense, c'est un film fleuve sur le crime organisé, mais alors attention, ceux qui attendent de voir un affranchi numéro 2 ou un casino bis, ou même un loup de Wall Street, vous allez être clairement déçus parce qu'on n'est pas du tout dans la même approche, pas du tout dans le même rythme, on n'a pas cette frénésie qu'on pouvait retrouver dans ces films-là. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus, pas contemplatif, mais introspectif. On est dans l'introspection des personnages, on est dans un rythme plus lent. C'est vraiment une autre approche, une autre manière de montrer la mafia. Là, on est dans une démystification de la mafia, du crime organisé. Exit la glorification de toutes ces personnes-là qu'on pouvait avoir dans les affranchis. Et on n'a pas du tout, tu vois, cette adrénaline qu'on retrouvait même dans le Loup de Wall Street. Complètement. Là, on est dans quelque chose de... Il nous montre la mafia comme une organisation avec ses routines, avec, tu vois, il y a plein de passages où De Niro exécute des choses de façon voilà, très routinière. C'est même limite quelque chose de froid, les rapports qu'ils ont entre eux, etc. Mais ça permet à Scorsese de développer... de prendre le temps de développer ces personnages, d'y aller à fond dans l'introspection de ces personnages. Et c'est pour ça aussi que tu me disais, c'est vrai à juste titre, quand tu es sorti de la salle, que tu avais l'impression d'avoir vu un film un petit peu à la Coppola aussi. Que ça se rapprochait plus de Coppola. Complètement, c'est-à-dire qu'effectivement,
on est formellement dans quelque chose qui est moins dynamique qu'un effectivement affranchi Casino, Loulou de Wall Street, mais en même temps c'est au service de l'histoire, parce que l'histoire est beaucoup plus intime. Donc effectivement, quand on a Al Pacino et De Niro en pyjama dans une chambre d'hôtel, on va pas faire des travelling latéraux, ça sert à rien. Donc c'est quelque chose qui est plus posé, mais en même temps qui est complètement au service du scénario, donc qui est parfait en réalité. Il a réussi à s'effacer un petit peu, Scorsese. Même si on retrouve les gimmicks. Bien sûr, oui. Alors voilà, c'est ça que j'ai adoré, c'est qu'on retrouve malgré tout la grammaire cinématographique de Scorsese, avec ses travelling, avec ses panneaux très rapides, la musique qui s'emballe au moment où la violence s'emballe aussi. La différence de Irishman avec Les Affranchis et Casino, c'est que là, Scorsese, il pose un regard mature et très adulte sur un thème qu'il a longtemps exploité, qu'il a longtemps habité, donc évidemment la mafia. Et c'est vraiment un film qu'il ne pouvait faire qu'à l'âge qu'il a, quoi. C'est-à-dire il a 76 ans. Il pose ce regard très mature sur ce crime organisé. Et là, il n'essaie plus de te séduire comme il le faisait dans Les Affranchis ou dans Casino. Il n'essaie plus de te le glorifier, de te séduire, de séduire le spectateur pour te dire « Regarde comment c'est extraordinaire, tous ces gens qui gagnent de l'argent, qui ont tout ce pouvoir, toute cette puissance, qui peuvent se taper des meufs, des gonzesses, des putes, tout ce que tu veux. » Et donc par rapport à ce qu'il faisait avant, où le dernier acte de ces films comme Les Affranchis ou Casino, c'était vraiment la punition de ces personnages pour avoir péché, qui se terminait dans des explosions de violence cathartiques. Eh bien là, pareil, il prend totalement le contre-pied de ça, mais cet élément de punition est encore là, mais c'est sous la forme d'une longue agonie. Sous la forme d'une longue agonie par la vieillesse, en fait. C'est ça la différence. La vieillesse et le remords. Ces mêmes éléments qu'on retrouvait dans Les Affranchis, mais traités d'une façon, voilà, on va dire plus mature, plus adulte, et qui donne lieu à plus d'introspection de personnages qu'il n'y avait pas forcément dans Les Affranchis et dans Casino, où tout était hyper frénétique et tout s'enchaînait très rapidement. On n'avait pas le temps vraiment de se poser avec les personnages, et c'est pour ça que je pense que Irishman est un film qui gagnera à être revu complètement pour vraiment apprécier encore plus ces moments d'introspection de personnages. Il y a évidemment le montage de Thelma Schoonmaker incroyable, qui est sublime montage. Ah non, mais parfait. Le film dure 3h30 et c'est d'une fluidité incroyable. Exemplaire. Moi, je pense qu'elle va gagner un Oscar du meilleur montage. Ouais, c'est très, très bon. C'est clair. C'est quand même sa monteuse attitrée depuis des décennies et des décennies, depuis 1967, depuis l'un de ses premiers films, Who's Knocking at My Door. Et elle a gagné déjà d'ailleurs 3 Oscars avec lui. Donc oui, ça dure 3h30. Quand ça s'est terminé, je me suis dit, putain, mais j'en aurais bien repris encore pour une demi-heure, quoi. Ça, c'est vraiment... Complètement. J'ai été fasciné du début jusqu'à la fin. Parce que du coup, je t'ai pas complètement répondu sur le côté effectivement Coppola de la chose. Oui. Est-ce que c'est plus posé? Il y a beaucoup plus de chant contre chant, c'est un peu plus lent. Donc au bout d'un moment, effectivement, j'avais parfois l'impression d'être dans le Parrain 1. Tu vois, il y avait des trucs comme ça, surtout avec le vieux De Niro, etc. Et puis même, je pense que c'est dû aussi à la présence de Al Pacino. Il y avait un côté De Palmien, qui est mon réalisateur préféré entre guillemets. Et il y avait un espèce de truc comme ça, une espèce on avait l'impression même qu'en gros, Martin Scorsese était un peu le parrain de tous ces gars-là, et puis que c'est une sorte de résumé, quoi. Toutes ces figures qu'on a vues dans tous ces films de gangsters, ils sont là, ils sont réunis pour la première fois pour Al Pacino, et ça donne comme ça un sentiment de waouh, c'est toute une époque résumée, tous nos héros, enfin tout ce qu'on a aimé, synthétisé en un bloc de 3h30. Il y a même des plans qui font penser au Parrain, notamment au Parrain 2. Voilà, on en reviendra dans la partie spoiler, mais il y a carrément, surtout avec Al Pacino, on pense évidemment au Parrain 2. Et puis il y a Joe Pesci qui est filmé, et puis surtout lui qui interprète son personnage comme le parrain un petit peu, tu vois. Il est très sobre, très froid, et en même temps il a une... complètement aux antipodes de ce qu'il fait d'habitude. Totalement différent de ce que vous avez pu voir de lui dans Les Affranchis et dans Casino, et c'est ça que j'ai adoré, quoi. C'est qu'il ne refait pas le même personnage très excité, tu vois, le petit nerveux. Là il est vraiment il est posé, et en même temps il a une prestance, il a un charisme. Dans ses discussions avec Robert De Niro, tu vois, c'est vraiment le boss, quoi. C'est vraiment le parrain, quoi, que tu sens qu'il pourrait te dessouder en
en 5 secondes, quoi. Tu C'est vois, vrai. qui donnerait l'ordre de te dessouder, que ce serait fait immédiatement, quoi. Et en même Et- temps, on s'attarde aussi sur le regard qu'il porte sur la famille de De Niro, un peu son envie d'avoir une famille aussi, son côté doux, son côté... Enfin voilà, Absolument. c'est très subtil, très bien fait, et pas du tout... moi, je m'attendais, comme d'habitude, à ce qu'il sorte un stylo plume et qu'il plante des gens dans le cou, tu vois. Ouais. Mais pas du tout. Alors, tu parlais à juste titre du Parrain, de Coppola, tout ça, mais j'y ai aussi vu un petit peu de... Il était une fois en Amérique. Ah, mais complètement. Ne serait-ce que par l'idée de raconter toute l'histoire de ce film en flashback, avec ce personnage qui est le narrateur de toute cette histoire, et on revisite son passé, en fait, un petit peu comme Il était une fois en Amérique, Complètement. et avec beaucoup de regrets, avec beaucoup de, tu vois, avec beaucoup d'amertume. Donc c'est vrai ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est un film somme qui revisite toutes ces figures emblématiques du cinéma de gangster. Voilà, pas seulement scorsésienne. Mais pas tous. seulement, mais voilà, Coppola, Scorsese, Sergio Leone et même un peu de Brian De Palma, c'est vrai. Oui, les Italo-Américains, vraiment, bing bing, ouais, nos héros, quoi, enfin les dieux, quoi. Et alors même au niveau de la musique, Scorsese, il revisite Les Affranchis. Je sais pas si t'as fait attention, mais à un moment donné, une chanson qui est exactement la même que dans Les Affranchis et qui s'appelle Pretend You Don't See Her. Et qui fait Pretend You Don't See Her, My Love. Bon, enfin voilà, c'est mieux chanté. Mais C'est pas mal. alors c'est un film sur le temps qui passe. C'est pour ça aussi que la longue durée de 3h30 a tout son sens, à mon avis. C'est qu'il faut qu'on ressente toutes ces 40 années, quoi, ces 40 ans, voire ces 50 ans passés au sein de la mafia. Et ces 3h30 justifient tout ça. C'est comme un requiem, quoi. C'est comme un requiem. C'est un film sur la mort aussi. C'est un film sur. C'est un film sur la vieillesse, c'est un film sur sur le la temps vieillesse. qui passe, sur Voilà. la perte des choses, sur les apparences, sur la famille, Exactement. sur les illusions, sur la religion. Alors il y a toute cette partie très intimiste, c'est vrai, sur ces personnages, mais pour autant on ne rentre pas forcément, on va dire, à fond dans des relations, dans les relations familiales pour les personnages, et notamment le personnage de Robert De Niro, qui lui a son traitement familial le plus développé, on va dire. Il n'y a pas forcément de personnage féminin, je pense à sa femme par exemple, qui est ultra développé. Le personnage féminin le plus développé dans le film, c'est le personnage de sa fille, qui est joué par Anna Paquin, enfin qui est joué par deux comédiennes, une jeune et une plus âgée, qui est jouée par Anna Paquin. Et cette relation, je l'ai adorée. J'ai adoré ce rapport père-fille. Mais alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce traitement-là par rapport à la femme de Robert De Niro, qui n'a pas vraiment un rôle très important dans son histoire, tu vois. Enfin, en règle générale, d'ailleurs, les femmes n'ont pas de rôle très important dans cette histoire, alors qu'on pouvait avoir des rôles féminins assez forts dans Casino, par exemple, avec Sharon Stone, ou même Les Affranchis avec Lorraine Bracco, tu vois. Mais je pense que c'est intrinsèquement, en fait, c'est dans le film. Ça traite de ça, c'est-à-dire que effectivement, Frank Sheeran, il passe à côté de sa vie, donc il passe à côté de sa femme, Ouais, il c'est passe à côté de sa fille. Je suis même pas sûr que dans tout le film il y ait deux échanges de lignes de dialogue entre la fille et son père. C'est-à-dire que vraiment, c'est une relation qui est dans le silence, sur les non-dits, sur la traîtrise, sur les secrets, sur ce qui est caché. Et voilà, c'est une relation complètement dans le silence. Moi, j'adore tout ce qui est dans le silence. J'adore par exemple Melville qui commence ses films avec un quart d'heure de silence. Enfin, donc du coup, de voir une relation comme ça aussi forte avec si peu de dialogue, c'est du caviar. Il y a cet échange de regards entre Joe Pesci et De Niro qui en dit tellement long sur leur relation, sur les intentions des personnages. Enfin, en même temps, ces deux acteurs se connaissent tellement bien. Et puis en plus, sous la direction de Scorsese, tu sens que tout ça, c'est super fluide, c'est super naturel. Donc comme tu dis, ouais, c'est un caviar de voir tous ces grands à l'écran. Et je pense qu'on peut mettre ça au crédit de Steve Zahn, qui est quand même Alors bien sûr, scénariste de Liste de Schindler, hein, quand même. Voilà. Je Voilà. crois qu'on peut pas faire mieux que ça, a priori. Et c'est vraiment extrêmement subtil, extrêmement bien écrit, et je pense que le scénario est très bon aussi. Hein. C'est ça. Ah oui, oui, oui. Il est transcendé par Scorsese, mais je veux dire, le scénario tel quel est extrêmement subtil, joue sur les silences, joue sur les non-dits, encore une fois, et ne prend pas le spectateur pour un abruti. Au contraire, enfin voilà, on en ressort grandi, quoi. Et alors, Al Pacino, qui est pour la première fois sous la direction de Martin Scorsese, qu'est-ce que t'en as pensé d'Al Pacino ? Bah déjà, j'ai trouvé complètement incroyable, en y repensant, que Al Pacino n'ait jamais joué avec Scorsese. Enfin, c'est quand même incroyable qu'il fallu attendre tout ce temps.
Et Al Pacino fait du Al Pacino, c'est-à-dire contrairement aux deux autres qui sont un petit peu plus sur la retenue et qui font des choses un petit peu plus différentes de ce qu'ils font d'habitude, là non, là Al il y va vraiment, il fait du Al Pacino et son Jimmy Hoffa est extraordinaire, haut en couleur, il est limite un petit peu en mode bossu de Notre-Dame, il y a quelque chose comme ça, enfin quelque chose de voûté. Et puis qu'est-ce que c'est plaisant de voir Al Pacino et Robert De Niro avoir des scènes ensemble, pas juste un plan comme dans Heat ou voilà des montages alternés comme dans Le Parrain 2, mais d'avoir des scènes et ça dure des heures, ils se regardent, ils s'écoutent, ils échangent, il y a une amitié qui naît et tout, c'est excellent. Franchement, plaisir de cinéphile au top. Au top, ouais. Et alors les 30-40 dernières minutes du film, sans rien révéler, sans spoiler, sont vraiment là où se situe toute l'émotion du film, je trouve. C'est voilà, le dernier acte du film. C'est là où se situe vraiment le cœur émotionnel du film. Donc, même si vous luttez pour voir The Irishman, essayez de tenir jusqu'au bout, jusqu'à ce dernier acte qui est juste magnifique, primordial, pour comprendre tout le sens du film, en fait. Et donc, c'est pour ça que là, je pense qu'il va falloir arriver dans la partie spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film, arrêtez la vidéo ici et vous reviendrez plus tard quand vous aurez vu The Irishman. Donc attention, on va spoiler, c'est parti, 3, 2, 1, Jimmy Hoffa meurt. Bon, ça on le savait. De quoi on pourrait parler dans la partie spoiler ? Eh bien, on va parler du début, en fait. C'est complètement paradoxal, mais finalement on va parler du début du film. Le premier plan du film. Le tout premier plan du film. Toi, tu m'as dit quelque chose de très intéressant et je veux que tu le dises à nos téléspectateurs. Effectivement, le film s'ouvre par un plan séquence, voilà, un petit peu virevoltant, comme ça, qui passe d'un vieux à l'autre dans une maison de retraite, pour finir sur De Niro avec un travelling circulaire qui rappelle le travelling circulaire pendant qu'il est au téléphone avec Jimmy Hoffa d'ailleurs. Enfin voilà, un petit travelling circulaire qui finit sur le vieux De Niro, il y a une voix off qui commence dans la tête de Niro, et au bout de quelques secondes, hop, De Niro commence à parler, commence à raconter droit dans la caméra l'histoire, la voix off. Et donc moi, ce que je pense, c'est que vu qu'on apprend que le personnage de Frank, finalement, ne parlera jamais à personne, ni aux flics, ni au FBI, ni au prêtre, ni à sa femme, ni à sa fille, cette confession, d'une certaine façon, j'ai eu l'impression qu'il l'a donnée à la mort, puisque ce plan vraiment m'a fait penser comme ça à la mort qui se balade. En fait, c'est ça, que tu me disais, que c'est que la caméra était la mort, quoi, en fait. Exactement. La vue subjective de la mort qui venait chercher Frank Sheeran. Et voilà, il fait sa confession à la mort, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Et ce premier plan répond au tout dernier plan du film sur Frank Sheeran vieux dans son lit d'hôpital, enfin voilà, avec sa canne recroquevillée, qui demande à l'infirmier de laisser au prêtre, de laisser la porte de laisser la porte ouverte pour finalement peut-être venir laisser la mort le cueillir, quoi. Exactement. Alors oui, mais ce dernier plan du film répond aussi également au plan qu'il y a au milieu du film où en fait Al Pacino laisse la porte ouverte. Dans la chambre d'hôtel, quand il partage la chambre d'hôtel avec Robert De Niro, il lui demande de laisser la porte ouverte. Et finalement, est-ce que Robert De Niro ne reproduit pas la même chose que Al Pacino et n'essaye pas de lui rendre hommage, mais de se remémorer, tu vois, l'amitié qu'il avait avec Al Pacino en refaisant le même geste, en demandant au prêtre de laisser la porte entrouverte, comme faisait Al Pacino avec De Niro. Et d'ailleurs, ça, j'ai adoré cette scène au milieu du film, quand Pacino demande de laisser la porte entrouverte. Il y a une ironie dramatique parce qu'il fait confiance à Frank Sheeran, il fait confiance à l'homme qui va le tuer. Et là, donc c'est là où est toute l'ironie dramatique que j'ai trouvé très intéressant. À la fin, Frank Sheeran est tout seul, il n'y a plus personne, donc il laisse la porte ouverte pour que qui vienne le chercher. Oui, alors oui, ça répond. Mais complètement, mais ça répond complètement. Et ça m'a fait penser aussi, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, et je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'il y a un petit côté dans le film comme ça, sur la fin, quand il commence à vieillir, à avoir peur de la mort, etc., et ben finalement, tous ces gangsters un petit peu menaçants deviennent fragiles, deviennent faibles, et je ne sais pas ce que tu en penses, deviennent même limite enfantins. Laisse la porte ouverte, tu vois, ils ont un petit peu peur, et tu sais, on a l'impression qu'ils sont d'une fragilité enfantine comme ça.
Et enfin, ça les met pas du tout en valeur, quoi. Enfin voilà. Et finalement, Frank Sheeran, à la fin, moi j'avais vraiment l'impression de voir un petit garçon Oui, apeuré. qui veut qu'on lui laisse une petite veilleuse dans Ouais. sa chambre. Non, mais c'est exactement ça. Mais c'est aussi ça que montre le plan, enfin cette scène avec Al Pacino, hein, quand il veut laisser la porte entrouverte, c'est comme un enfant, quoi, qui veut qu'on lui laisse la lumière dans le couloir. Parce que quelque part, ce sont des gens, même si devant tout le monde, ils paraissent des grands hommes pleins d'assurance et qui ont du pouvoir et tout, il n'en reste pas moins des êtres humains qui sont Alors, qui ont peur, qui ont peur et qui redeviennent, quand ils sont dans l'intimité, oui, véritablement des êtres humains avec leurs fêlures, etc. et leurs faiblesses. Et c'est ça que j'ai adoré aussi dans ce film de Scorsese, c'est la démystification des gangsters. Alors pour revenir sur le rajeunissement numérique, moi il y a une scène qui m'a quand même un peu fait tiquer. C'est une scène qui arrive un peu au début dans le film où tu as Robert De Niro qui va tabasser le mec dans une épicerie, là, tu sais. ouais, bien sûr. Et il le sort En en plan séquence, voilà, exactement. Et tu vois, comme ça, il lui met des coups de pied dans la gueule et tout. Là, tu sens que c'est un vieil homme qui joue, puisque tu vois, il a même le bras un petit peu en l'air comme un vieil homme qui se donne un petit peu de force pour essayer d'appuyer comme ça avec son pied. Tu sens que alors, comment ils auraient pu faire ? Est-ce qu'ils auraient dû le remplacer par une doublure numérique totalement physique, un autre corps, un autre acteur ? Je ne sais pas, mais je trouvais que malheureusement cette scène ne marchait pas très bien à ce niveau-là, quoi. C'est dommage parce que c'était super bien filmé, super bien mis en scène avec ce plan séquence où il le sort comme ça de l'épicerie, en plus devant sa fille, ça a tout un sens pour le rapport qu'il a avec sa fille et tout ça, mais ça m'a un peu fait sortir. Mais comme tout cet aspect-là d'effets spéciaux, c'est vraiment le point noir du film. C'est vrai qu'ils les ont rajeunis, mais ils n'ont pas abusé. Tu vois, c'est-à-dire que Scorsese disait, on s'est posé beaucoup de questions sur le travail des yeux, comment est-ce que réagissent les yeux. Et effectivement, on voit qu'ils ont quand même laissé un peu de rides, un tout petit peu de cerne sur les personnages. Et pourquoi ils ont fait ça ? Je pense pour que ça soit pas complètement lisse au niveau des émotions. Et donc effectivement, peut-être qu'on a un sentiment de se dire, bon, il a peut-être plus 45 ans que 35 ans, mais en tout cas, la performance des acteurs, du coup, est plus agréable et plus naturelle, je pense. Ouais. C'est pas Nicole Kidman dans Aquaman, tu vois, il y a un truc... Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, un truc tout lissé. Ouais, je vois ce que... Ah non, mais au niveau de la peau, c'est impeccable. Moi, c'était juste au niveau des yeux. Je trouvais qu'il avait les yeux vitreux, Robert De Niro, avec ses yeux bleus. Ouais, il y a des scènes, on dirait qu'il est aveugle un peu. Voilà, c'est un peu bizarre. Voilà, c'est ça. Et du coup, comme l'émotion passe énormément par le regard, si t'as les yeux vitreux, si t'as le regard vide, ça nique la scène. Alors pour continuer dans les spoilers, on parlait du parrain et tout ça, et il y a un plan. Tu ne peux pas me dire que tu n'as pas pensé au Parrain 2 quand tu as vu ce plan. C'est quand tu vois Al Pacino allongé sur sa chaise à côté du lac. Là, on voit le Parrain 2. Juste avant qu'il tue son frère Fredo. Tu vois toutes ces scènes-là. Et nous parlons pas du Parrain 3 et du vieux De Niro et du vieux Pacino sur la chaise et du vieux De Niro à la fin. Alors là, c'est ce qu'on s'était dit. Ouais. Finalement, il y a aussi beaucoup de réminiscences du Parrain 3 dans ce film, sauf que là où le Parrain 3... on va dire la fin du Parrain 3, ça durait 2-3 minutes. On voyait ce Pacino vieillissant mourir seul. C'est comme s'il avait pris les 2 dernières minutes du Parrain 3 et qu'il les avait étirées sur 30 minutes pour développer, montrer ce que c'est que d'être sur la fin de sa vie et d'avoir tous ses regrets, tous ses remords, et de faire le bilan de sa vie, de la vieillesse, et de finir seul, malgré tout le pouvoir qu'on pouvait avoir. Et c'est là où De Niro... même à travers Joe Pesci. Abat ses cartes au niveau de l'acting. Voilà, exactement. Parce il est très sobre, d'ailleurs. Tu sais que je suis comédien, moi, à la base. Hein, donc j'aime bien regarder ces choses-là. J'ai lu un petit peu partout qu'il était sobre et qu'il n'en faisait pas beaucoup, mais c'est vrai. Mais je trouve quand même qu'il a une partition très intéressante. C'est un espèce de bégaiement comme ça. Il n'arrive pas trop à parler. Il est très très subtil. Il est pris complètement à contre-pied de ce qu'il fait d'habitude. Au même titre d'ailleurs que Joe Pesci. Ouais. Et au même titre que leur relation à tous les deux. Parce que finalement, dans Les Affranchis, c'est quand même Joe Pesci qui travaille pour De Niro. Alors que là, c'est le contraire. Ouais. Il y a aussi des fulgurances avec des plans séquences
assez jouissifs, comme par exemple une scène où tu as Robert De Niro qui rentre dans un restaurant pour dessouder Crazy Joe et toute sa famille. Et c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé dans la mise en scène, c'est l'aspect très soudain des crimes, des meurtres. C'est très brutal, c'est très soudain. Il essaye pas non plus là de glorifier, de mettre en scène, si tu veux, les meurtres avec des ralentis ou avec, tu vois, des musiques qui te magnifiaient ces scènes de tuerie comme dans Les Affranchis ou dans Casino, tu vois. Avec un travail très esthétique, etc. Là, c'est froid, brutal, soudain, et on passe à autre chose, tu vois. Tu t'y attends même pas. Il y a des phases où Robert De Niro il marche à côté de quelqu'un et puis tout d'un coup il sort son flingue, il le tue, puis il continue, il traverse, il rentre dans une bagnole, tu vois. Il n'y a pas. Et au niveau de la mise en scène, plutôt que d'être proche, on est toujours un petit peu loin, un petit peu en retrait, un petit peu derrière quelque chose. C'est plus éloigné, comme si on était plus spectateur qu'acteur. Et le moment où Al Pacino se fait tuer, ça m'a fait penser aussi aux Affranchis, quand Joe Pesci se prend une balle dans la tête, tu sais, il rentre dans cette maison et il se fait dégommer le crâne, exactement comme Jimmy Hoffa dans Irishman, par celui qui repeint les maisons. Et d'ailleurs, I heard you paint houses. Non mais c'est pas génial cette expression-là. Et ça s'affiche sur l'écran. I heard you paint houses. Cette belle métaphore pour dire que tu es un tueur qui... Le sang qui gicle, en fait c'est le sang qui gicle sur les murs. Sur les murs, ouais. Non, c'est très bon. Et d'ailleurs on n'en a pas beaucoup parlé, mais effectivement c'est déchirant. Et je trouve que c'est une des plus belles choses du film, c'est cette amitié. On n'a pas parlé beaucoup, mais c'est un film beaucoup sur l'amitié entre De Niro et Al Pacino. Et moi j'avais pas ressenti... un film sur l'amitié trahie, tu sais, moi ça me parle beaucoup, j'adore ce thème. Bah encore une fois, il était une fois en Amérique. Et voilà, et alors moi j'ai pas du tout cette référence, excuse-moi. Moi ça m'a fait penser, alors ça n'a rien à voir pour les connaisseurs, au Syndicat du crime 1 de John Woo avec Chow Yun-fat, voilà, quand il est là en train de boiter, qu'on lui fout les billets par terre, et voilà, et c'était un film vraiment sur une amitié forte qui m'avait profondément marqué, et là c'est le cas. Je crois que depuis le Syndicat du crime 1, j'avais pas vu un film comme ça... je trouve ça tellement douloureux, deux meilleurs amis comme ça qui se trahissent, qui se plantent. Bon, il y avait une balle dans la tête aussi, mais bon voilà, c'était très fort. En tout cas moi, c'est vraiment, ça marche sur moi et j'ai grincé des dents, quoi. C'était pas très agréable. Alors voilà, on en arrive à la fin de la vidéo où il faut qu'on donne nos notes sur The Irishman, et donc voilà, une note pour résumer notre appréciation de ce film. Donc moi, The Irishman, c'est un film immense, c'est un film effectivement testamentaire, c'est le requiem de Martin Scorsese qui revisite tout son cinéma, qui revisite son cinéma de gangster, etc. De façon très introspective, de façon passionnante, 3h30 qui s'écoulent sans temps mort, grâce au montage, grâce à la mise en scène, grâce à la performance des acteurs. Malgré tout, il y a ce petit défaut des effets numériques sur le rajeunissement des personnages qui ne marche pas toujours, qui est très inégal, surtout sur Robert De Niro, et c'est pour cette raison que je mets à The Irishman la note de 4,5 sur 5. Alors moi je suis d'accord avec toi, écoute, je vais te copier, je vais mettre 4,5 sur 5 aussi, mais très sincèrement, je pense qu'on aurait pu mettre un 5, un 6, un 7, au vu des qualités globales du film, surtout pour cette année 2019, qui était quand même assez, je trouvais, pauvre en événements, à mon goût. Et là, oui, avec Parasite, je pense qu'on a le meilleur film de l'année, quoi. Et clairement, The Irishman fait partie du top 5. On verra où est-ce que je le mets. Il faut que je le revoie parce que je pense que c'est un film qui gagne à être revu. Et on a du coup cette chance que le film soit sur Netflix pour le revoir. J'ai envie de te dire, à loisir. Donc, on va pas s'en priver. Hein, on va au moins profiter de ça, hein, pour pas l'avoir vu en salle de cinéma. On va se le refaire des tonnes et des tonnes de fois sur Netflix. Voilà. Donc, c'était notre avis sur The Irishman, toujours avec mon voisin Merej. Merci. Voilà, merci d'être venu faire cette critique. Mais je t'en prie, c'est toujours un plaisir de parler cinéma avec toi, avec des cinéphiles, avec des cinéphages, avec tout ce que tu veux. Et je te renvoie le compliment. Eh bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Qu'est-ce que tu vois, il y a beaucoup d'amitié, beaucoup d'amour, tu vois, dans cette vidéo. J'espère qu'on se trahira jamais. Ah, mais ça, c'est le propre de l'être humain, ça, de se trahir. C'est l'évolution naturelle de l'être humain. Mais il faut en profiter tant que... Rassure-moi, tu peins pas de maison. Ah, il m'est arrivé de peindre des maisons. Ouais.
Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de The Irishman dans les commentaires. Est-ce que vous avez trouvé que c'était l'un des plus grands films de Martin Scorsese? Est-ce que vous avez trouvé que c'était un film décevant? Est-ce que vous avez trouvé que c'était un film trop long? Est-ce que vous avez trouvé que c'était les meilleures performances de Robert De Niro, Pacino, Joe Pesci depuis des lustres? Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires et je reviendrai bientôt pour une prochaine vidéo sur je ne sais pas quel film, quel sujet, avec qui, quoi, quel featuring, etc. Mais en tout cas, je reviendrai pour parler de films, de cinéma. Continuez à fréquenter les salles obscures. Ciao. Bon, est-ce que tu sais imiter Robert De Niro? Écoute, très légèrement, je vais pas le faire beaucoup, mais je vais te le faire un petit peu. Vas-y. Yo. Voilà, ça, c'était satisfaisant. Est-ce que tu as déjà vu Alain Juppé qui imite Robert De Niro? Ah non, ça c'est toi, ça. Écoutez, moi je suis le maire de Bordeaux, je suis tout à fait légitime pour me présenter aux élections présidentielles.